Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes et présentes. Bienvenue à la Maison départementale de lutte contre les discriminations. Pour faire un petit rappel de cette maison qui a été ouverte depuis le 1er décembre 2020. Cette maison, donc, si vous voulez, c'est la suite d'un travail qui a duré durant 3 ans, un travail de réflexion avec les partenaires associatifs. D'où la naissance de ce lieu, dont l'intitulé en dit déjà très long, Maison de lutte contre les, discriminations, mais départementales. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de présenter donc un événement dans le cadre donc de la lutte contre le LGBT-phobie qui aura lieu le 17 mai. Donc c'est une journée internationale, pardonnez-moi. Et c'est tout à fait en adéquation donc avec le projet du Conseil départemental en matière de lutte contre les discriminations. Donc que vous dire, si ce n'est que M. Deleuze va peut-être mieux, puisque c'est la personne habilitée à nous présenter cette expo qui s'intitule 50 ans de fierté. Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche dièse. M. Deleuze, c'est le fondateur de l'association Mémoire des sexualités. Monsieur Deleuze, permettez-moi de vous laisser la parole. Merci, madame. Alors, 2 mots pour introduire cette exposition. D'abord, comme vous venez de le dire, Mémoire des sexualités, c'est une association, j'en dis 2 mots quand même, une association qui a accumulé beaucoup de documentation sur 40 ans d'histoire d'engagement homosexuel. Et c'est une association qui est en train de se développer parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont jeunes LGBTI, QI+, comme on dit maintenant, qui sont intéressés par tout ce que ça peut représenter comme lieu de réflexion et de travail universitaire, etc. L'expo qui est présentée ici, justement, c'est sur la base de cette histoire de 40 ans, qui est certes mon histoire sur 40 ans, mais bien plus que ça, puisqu'on est remonté à 50 ans, c'est-à-dire 10 ans en arrière, à l'époque où Stonewall, l'insurrection, la première insurrection, c'est peut-être pas le mot adéquat, la première mobilisation, la première insurrection, oui, en ce sens que c'était par rapport à la police qui faisait du harcèlement insupportable dans un lieu qui s'appelait le Stonewall Inn dans Greenwich Village à New York. Et c'est pour ça qu'on a gardé le nom de Stonewall. Mais suivant qu'on y la façon dont on regarde l'histoire, soit on part de ce qu'a été Stonewall en 1969 aux États-Unis, soit on part de ce qu'a été la mobilisation au niveau national en France. Disons qu'on peut considérer que c'est 1971, le point de démarrage du mouvement français à partir du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Soit on regarde ça du point de vue de Marseille. Et à ce moment-là, moi, j'ai envie de dire que 79 est le démarrage. On va le voir. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de fêter des anniversaires. Voilà, on peut y aller. Donc, il y a maintenant 9 panneaux à regarder. Qu'est-ce que je dis? 19 panneaux à regarder, découpés en tranches de 10 années, de 10 ans en 10 ans. Et chaque fois, c'est 3 panneaux sur la séquence de chaque dizaine d'années. Il y a le panneau mondial. Qu'est-ce qui se passe au niveau mondial dans cette période-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau français dans cette période-là? Et qu'est-ce qui se passe à Marseille dans cette période-là? Voilà. On peut commencer, si vous voulez. Alors, ici, je voudrais vous montrer, d'abord, évidemment, on voit 2 visages d'hommes. Ça, c'est quelque chose que l'on peut regretter. 2 visages d'hommes. Pourquoi? Parce que dès le début, on n'a pas de diversité. Pourquoi ces 2 hommes-là
il faut que je m'explique, du coup. Magnus Hirschfeld a été en Allemagne quelqu'un de très important. Il a été le fondateur du premier institut sexuel, institut de sexologie, comme on dit, il dit à ce moment-là, de réflexion sur la sexualité. Et comme il était médecin, il a rassemblé une documentation considérable sur l'homosexualité, mais pas seulement, sur la sexualité en Allemagne. Le fait qu'il y rajoute l'homosexualité, c'était déjà un pas important et courageux dans un contexte de répression de l'homosexualité, puisque, si vous regardez bien, en Allemagne, le paragraphe 175, il date de 1870, et c'était un paragraphe homophobe, pénalisant l'homosexualité. Donc, il a eu le courage, dans ce contexte, d'intervenir. Le deuxième personnage, c'est Pierre Sell. Pourquoi? Parce que ça a été un déporté homosexuel que j'ai connu, avec lequel j'ai eu pas mal de discussions, de rencontres, et dont la déportation homosexuelle n'a jamais été reconnue. Le jour où il a été reconnu, c'était parce qu'il a écrit le livre qui s'appelle « Moi, Pierre Sell, déporté homosexuel » avec un journaliste qui s'appelle Jean Le Bitou, et que, du coup, les autorités publiques ont dû le reconnaître non pas comme déporté homosexuel, mais comme déporté politique, parce que on ne savait pas, on n'osait pas, à ce moment-là, employer le mot de déporté homosexuel. Donc, en tant que déporté politique, donc ces deux personnages et Stonewall, dont j'ai parlé tout à l'heure, Stonewall, la mobilisation, mais à l'époque où Stonewall à l'époque où Stonewall a lieu, c'est dans un contexte où les homosexuels se cachent. Ils ont créé une société au nom abracadabrant qui s'appelle la Mattachine Society, qui est, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où on n'ose pas se présenter publiquement en tant qu'homosexuel, et on ne veut pas le faire parce qu'on craint de s'en prendre dans la figure. Bon. Et ça, c'est au niveau international, mais au niveau national, c'est pareil. C'est pareil parce que l'équivalent de cette fameuse Mattachine Society en France, c'est l'association Arcadie, qui est là aussi une association de discrétion. Surtout, ne vous montrez pas. Quand vous sortez dans la rue, ne manifestez pas que vous êtes homosexuel. Surtout, il ne faut pas qu'on l'imagine. On imagine que vous l'êtes. Donc, tenez-vous toujours bien. C'est-à-dire, à la limite, c'est comment on fait pour rencontrer un autre ou d'autres homosexuels dans des contextes pareils. Et vous avez le mouvement de mai 68. Le mouvement de mai 68, quand vous voyez écrit « Jouissez sans entrave », vous vous dites « Ah ben voilà, maintenant c'est la débandade, tout le monde fait n'importe quoi ». Pas du tout. En ce qui concerne les homosexuels, il n'y a pas de jouissance et il n'y a que des entraves partout. Donc c'est un contexte extrêmement difficile et il faudra du temps pour sortir de ce contexte homophobe généralisé. À Marseille, il y a une erreur ici dans l'intitulé. Marseille est à la pointe des luttes féministes et homosexuelles. C'est faux. Là, dans cette période-là, ce sont essentiellement les luttes féministes. C'est la mobilisation des femmes consécutivement à mai 68 au niveau national, à Paris, à Marseille aussi, parce que si vous regardez bien le fameux livre dont le nom est indiqué là, Marseille, années 68, ce livre a fait un bel effort pour venir voir ce qui s'est passé à Marseille, mais il ne s'est pas passé beaucoup de choses en 68. Il s'est passé beaucoup de choses dans les années qui ont suivi 68, en 71, 72, 73.
Voilà, alors maintenant nous entrons dans la décennie 69-79. Au niveau international, il y a un certain nombre, enfin au niveau américain, à la suite des émeutes de Stonewall, il y a beaucoup d'autres manifestations qui commencent à apparaître. C'est chaque fois la police qui intervient avec une violence qu'on connaît, la police américaine, quand elle veut vraiment déchaîner sa violence. Et il y a des associations combatives qui se créent pendant cette période-là aux États-Unis, le Gay Liberation Front en 69, donc l'année de Stonewall, et puis quelques années plus tard, les Radical Ferries et d'autres associations qui se mobilisent à New York, à Los Angeles, à San Francisco. Donc, comme aujourd'hui, l'État de New York, l'État de Californie sont à la pointe, mais déjà à cette époque-là. Et au niveau international, grâce peut-être à l'influence des Américains, mais pas seulement, parce que ça commence à se mobiliser dans d'autres pays, il y a l'International Gay Association qui se crée, qui deviendra l'ILGA, c'est-à-dire International Lesbian and Gay Association, mais plus tard, en 86, et les législations sont déjà variables en ce qui concerne les divers pays. En particulier, il y a l'OMS a déclaré l'homosexualité comme une maladie mentale. Et il n'y a que quelques pays qui ont souhaité se retirer, retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales décrétée par l'OMS. La Grande-Bretagne d'abord, la République fédérale d'Allemagne. Et voilà, on a une mobilisation qui commence à se faire, mais il y a quand même un grand événement qu'il faut absolument rappeler. En 78, il y a Harvey Milk qui est assassiné en 78. Harvey Milk est quelqu'un d'extrêmement courageux à San Francisco, adjoint au maire, soutenu par le maire, qui a mené une campagne politiquement très forte, pas simplement sur le droit des homosexuels, mais sur l'ensemble des droits dans cette ville, et il est ciblé par des assassins. Au même moment, il y a un mouvement homophobe très fort qui se développe aux États-Unis, mené par la chanteuse célèbre qui s'appelle Anita Bryant, et qui, en 78-79, mène une véritable croisade. Alors, nous arrivons en France à ce moment-là, où il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce au mouvement des femmes, une mobilisation qui se fait du côté des lesbiennes. C'est pas encore très visible, et il y aura un développement dans le mouvement des femmes, à l'intérieur du mouvement des femmes, où les lesbiennes vont apparaître de plus en plus. Et c'est en 71 qu'a lieu ce débat public organisé par une journaliste qui s'appelle « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Et ce débat, en 71, est le point de départ d'une mobilisation en France, avec la création du phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, le 10 mars 71, tout de suite après ce débat, avec la rédaction d'un rapport contre la normalité qui est rédigé, qui est lancé par le phare, dont l'un des plus illustres à ce moment-là, du côté des garçons, est Guy Hockingham, mais du côté des femmes, il y a déjà plusieurs femmes qui aussi apparaissent dans la foulée du phare, d'autant qu'elles ont été motrices pour l'essentiel du mouvement du phare. Donc, on a notre propre journal, etc. Dans ces années-là, 69-79, ce qui est très intéressant, c'est la multiplication des groupes de libération homosexuelle à travers la France, qui va permettre comment dire, à la fin des années 70, la constitution d'un mouvement national des
des groupes homosexuels. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appellera. Et c'est à Marseille que se fait, en 79, grâce à l'université d'été homosexuelle de 79, que se constitue le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, grâce, je dirais, à l'unification. C'est pas ça, c'est pas l'unification. Je dirais plutôt la convergence des groupes de libération homosexuelle à travers la France. À Marseille, vous avez un groupe de libération homosexuelle qui est un des plus importants au niveau national et qui, justement, est organisateur de cette université d'été homosexuelle. Et il y a un certain nombre de lieux commerciaux, enfin des bars, des restaurants gay-friendly, comme on dit aujourd'hui, qui existent. Et puis il y a des boîtes fort connues encore aujourd'hui dans la mémoire, le Cancan, qui est devenu le New Cancan, et puis la Mare au Diable. Il y a quand même une chose très importante à dire, parce que ça a été très longtemps caché, c'est que l'agression de ces deux femmes belges qui faisaient du camping dans la calanque de Morgiou et leur viol a fait l'objet d'un grand retentissement, et c'était un couple de lesbiennes. Donc là aussi, Marseille a été marquée par... Alors, nous entrons dans la décennie suivante, 79-89. Pourquoi cette affiche? Cette affiche, c'est parce que c'est la mobilisation du mouvement de lutte contre le sida qui est ACT UP aux États-Unis. Donc, à Atlanta, un centre de recherche découvre cette histoire de sida, et à partir de là, un mouvement de mobilisation de ACT UP se fait aux États-Unis dans un contexte qui rappelle pas tout à fait la période Trump, mais quand même la période de Reagan était une période très pas du tout attentive et plutôt lesbophobe, et en tout cas pas du tout attentive à ce problème du sida. Reagan ne voulait pas entendre parler d'un soutien aux malades du sida. En plus, c'était des homosexuels, disait-on. À ce moment-là, les positionnements se cristallisent dans les divers pays, les uns qui sont pour un retour total à l'ordre moral, par exemple la Grande-Bretagne qui s'était un peu libéralisée, des pays ou l'inverse, par exemple la Russie manifeste d'une ouverture. Nous sommes sans doute dans la période Gorbatchev, quelque chose comme ça, une ouverture, et qui se rétracte après, puisqu'on le sait aujourd'hui. Donc les pays évoluent. Quelque chose de très remarquable pendant cette période, quand même en 87, à New York, 500 000 personnes défilent pour l'égalité des droits. C'est quand même une des plus extraordinaires mobilisations qui se passe aux États-Unis. Alors, nous sommes toujours dans cette décennie, décidément nous n'avançons pas vite. Nous arrivons au niveau national, après le niveau mondial, et c'est la période où la gauche va arriver au pouvoir, 79, le mouvement homosexuel national se rend compte qu'il y a un espoir que la loi de pénalisation des homosexuels a des chances d'être abolie si la gauche vient au pouvoir. C'est ce qui se passe, et du coup, l'interpellation de Mitterrand, candidat, par Gisèle Halimi, est très importante, puisqu'elle provoque Mitterrand en lui disant « Alors, qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet-là » Et voilà, c'est la période où on a l'abolition de la dernière loi de pénalisation. En 81, on a une mobilisation extraordinaire pour la France, par rapport aux 500 000 évidemment, mais on a 10 000 personnes qui manifestent à Paris. En 81, juste avant que le nouveau gouvernement, qui n'est pas encore élu d'ailleurs, le nouveau président, puisse appliquer sa promesse d'abolir la loi. Mais nous nous trouvons aussi dans la période de régression, puisque en 86,
vous en avez pas mémoire peut-être, mais il y a Mitterrand est toujours président, mais c'est un gouvernement de droite qui est élu, et on a un Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui se met à essayer d'organiser une riposte contre ce mouvement homosexuel qui commence à prendre un peu trop de place. Et malheureusement, ce sont les années où le sida prend une place considérable. C'est là qu'ensuite... Alors, nous sommes à Marseille. Et quand je vous disais tout à l'heure que Marseille, c'est 79 qui est une date importante, vous venez de le voir avec l'Université d'été homosexuelle de Marseille, mais grâce à l'Université d'été, vous avez un déploiement d'une banderole au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, et vous avez plein de participants venant de tous les coins de France, participants et participantes venant de tous les coins de France, qui se retrouvent sur cette manifestation. Donc le GLH, je vous l'ai dit tout à l'heure, organise assez locaux, il organise des choses. Du côté des lesbiennes, vous avez le lieu qui s'appelle la Douce Amère, qui est ouvert de 82 à 84. Le lieu de la Douce Amère est pas très loin du lieu où s'est installée la boulangerie Gay, près de la plaine. Et donc, les femmes se mobilisent beaucoup dans ces années-là. Un restaurant, etc., enfin, des musiciennes, les 3G qui vont s'ouvrir, etc. Et vous avez en même temps une mobilisation très forte autour de l'association Aide contre le sida. Alors, je ne vais pas assez vite, pardonnez-moi, me dit-on. Alors, après, nous arrivons à la décennie suivante. Là, c'est une décennie où le mouvement homosexuel prend de l'ampleur, que ce soit au niveau international, avec des personnes très médiatiques, qui, pour certaines d'entre elles, décèdent du sida. Donc, à la fois, on a une effervescence importante, et en même temps le sida qui fauche des personnes, qui fauche des personnes connues. Ici, Freddie Mercury, Rudolf Nureyev, qui décèdent du sida. L'OMS, qui évidemment, dans ce contexte, se mobilise de plus en plus. L'ONU-SIDA est créée. On a 50 millions de personnes infectées par le VIH en 99, et l'Afrique est touchée avec 12 millions de personnes contaminées. Du coup, c'est une grande mobilisation internationale pour les droits, sans doute, puisqu'il y a des pays qui dépénalisent, hein. L'Allemagne, Israël, le Canada. Il y a les Gay Games qui sont organisés. Il y a donc, c'est-à-dire les espèces de Jeux olympiques spécifiques au milieu homosexuel. C'est une décennie à la fois d'effervescence du côté des homosexuels et en même temps cruelle du fait du sida. Alors, on continue, là on est au niveau national, donc vous avez peut-être mémoire, puisque maintenant le SIDAction est connu, hein, mais là on est en 94 avec le premier SIDAction. Vous reconnaissez Céline Renaud sûrement, Pierre Berger aussi, et Kloos Velay, qui a été une figure très forte à ACT UP. C'était un jeune président très charismatique, et ses obsèques ont été un moment très émouvant. Donc c'est vraiment le symbole de l'épidémie du sida qui est à son apogée pendant cette période-là. Et donc, on découvre enfin les trithérapies, hein. Et puis, du côté des institutions, on est dans la période où des mobilisations associatives se font et des mobilisations politiques, parce qu'il y a un certain nombre de députés qui se mobilisent pour mettre en place le PAX, c'est-à-dire un début d'égalité des droits en ce qui concerne les couples. Les personnes qui travaillent sur le sida font partie de ceux qui revendiquent le droit au couple.
parce qu'on a des gens qui décèdent et le partenaire, la partenaire, se trouve tout seul ou toute seule après le décès, et donc on commence à revendiquer le droit au couple. Et ce sont donc... alors, au même moment, vous avez un mouvement homophobe, comme on dit aujourd'hui, anti-homosexuel, sous la houlette d'une certaine Christine Boutin, députée, qui se bat à l'Assemblée nationale contre le Pacs et qui deviendra l'égérie de des anti-homosexuels. Elle l'est déjà très fortement, elle le deviendra encore plus dans la période qui suivra. Donc on a l'Europride de Paris en 97 qui réunit 300 000 personnes. Là on entre dans des chiffres très conséquents, parce que l'Europride rassemble des homosexuels, des lesbiennes qui viennent de tous les coins d'Europe. Voilà. Et puis les premiers centres gays et lesbiens qui se développent, SOS Homophobie, la France qui est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle n'accepte pas d'établir un état civil pour les personnes transgenres, et, fait notable, la première marche Existrans qui a lieu en 97, c'est-à-dire le début. C'est pas le début tout à fait, il y a déjà un mouvement qui existe, mais l'Existrans, c'est la manifestation publique de la mobilisation des personnes transgenres. Là, nous arrivons à Marseille pendant cette période-là, 89-99, et là, vous avez une photo de la Gay Pride, la Lesbian and Gay Pride plus exactement, qui a lieu à Marseille, là aussi au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, qui ont décidément un lieu assez symbolique à cette époque-là, hein, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les LGBT. Hein. Donc on a à ce moment-là les associations marseillaises qui se mobilisent pour les certificats de concubinage, juste avant le vote du Pacs. Vous avez les premières marches des fiertés, enfin on n'appelait pas ça les marches des fiertés, on appelait ça je viens de vous le dire, les Lesbian and Gay Pride. On a une série d'associations qui se créent à Marseille, et vous avez des grandes soirées le soir des Lesbian and Gay Pride. Là, vous avez le centre évolutif Lilith qui a été créé en septembre 90 et qui contribue à la fondation de la coordination lesbienne nationale en 97. Et en 96, le bar associatif des 3G ouvre ses portes et demeure encore aujourd'hui un des piliers majeurs de la vie lesbienne à Marseille. Et Aide, qui est toujours mobilisé, évidemment, Act Up Marseille qui se crée pendant cette période avec et la création de la maison, ce qu'on appelle la maison à Gardanne. À cette époque-là, le docteur Lapiana, qui était membre de l'association Aide en 1994, prend l'initiative de créer une maison pour recevoir les malades du sida en fin de vie, les accompagner en fin de vie. 99-2009, donc là nous sommes au niveau international, au niveau mondial. Vous avez là la photo en Espagne, l'Espagne devance la France et légalise le mariage pour tous dès 2005. Les Pays-Bas aussi, en 2001, donc encore avant l'Espagne. Et puis, donc, les pays évoluent assez vite parce que la mobilisation LGBT, comme on dit aujourd'hui, prend de l'ampleur. Et du coup, les pouvoirs politiques sont un peu acculés pour prendre des décisions. Et en 2005, est instituée la première journée internationale de lutte contre l'homophobie. Donc,
si vous le voyez aujourd'hui comme depuis le début, la mobilisation des LGBT est tout à fait parallèle à une mobilisation des anti-LGBT en permanence. C'est d'ailleurs, ils s'entretiennent l'un l'autre, évidemment. Vous avez quand même un mouvement international qui se développe grâce au fait qu'il y a de plus en plus de pays qui se rallient aux droits, enfin à la défense des droits des LGBT, et c'est comme ça que les principes de Yogyakarta, dans un pays qui s'appelle l'Indonésie, sont votés. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les pays, suivant les périodes, en fonction du pouvoir politique qu'ils ont chez eux, eh bien, c'est des hauts et des bas dans chacun des pays, comme chez nous d'ailleurs. Ça se voit, par exemple, si on pense à ce qui se passe en Afrique, j'ai mémoire de périodes où les choses étaient libres en Afrique et des périodes, au contraire, où dans tous les pays, vous avez ces phénomènes, évidemment. Le premier magazine russe, en 2003, avec la première Pride à Moscou en 2006, et la première Soweto Pride en Afrique du Sud en 2004. C'est important, parce que Soweto, c'est l'un des quartiers les plus défavorisés des Noirs en Afrique du Sud. Le fait que ça se passe à Soweto, ça a beaucoup d'importance. Voilà, donc je ne voudrais pas perdre trop de temps non plus. Bon, c'est là qu'on continue, hein, je crois. Alors, en 99-2009 toujours, nous sommes au niveau national. Hein. Chaque fois, vous avez compris que le logo qui est en bas dit si on est en France, à l'international ou à Marseille. Donc au niveau national, c'est l'époque où SOS Homophobie prend de l'ampleur. Hein. C'est le moment, en 2004, où le maire de Bègle célèbre un mariage homosexuel qui sera invalidé. Donc c'est un coup d'éclat médiatique qui a de l'importance parce que, en quelque sorte, il déclenche un débat dans l'ensemble de la France, c'est-à-dire chez les élus comme dans le mouvement homosexuel lui-même, sur est-ce qu'il faut faire le mariage ou non pour les homosexuels. Et donc, c'est une étape importante. C'est l'époque où l'association Outtrans est fondée comme structure d'autosupport pour les personnes trans. Et voilà. Et la HALD, donc la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, est créée en 2004. Ça deviendra ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de défenseur des droits. Et c'est important parce que la HALD et le défenseur des droits joueront un rôle au niveau national pour régulièrement rappeler à l'ordre et pour être un lieu aussi de recours alors justement, j'allais le dire, par exemple, là, pour la mémoire de la déportation homosexuelle, à Marseille, nous déposions une gerbe, on devrait en parler juste après, mais je le dis là, à partir de 1995, nous déposons une gerbe et il faudra faire un recours auprès du défenseur, enfin de la HALD, pour obtenir que ce dépôt de gerbe se fasse dans le cadre de la cérémonie officielle et non pas en dehors. Et c'est là que commencent les études sur qu'est-ce que c'est que l'ampleur de la déportation des homosexuels. Bon, là, on en parlera en aparté, après, une fois qu'on aura tout vu, parce que j'ai des choses à dire là-dessus, si vous le voulez. Nous arrivons à Marseille, là maintenant, sur cette période, 99-2009, vous avez les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui est créée en 2000. Ça a beaucoup de sens, enfin, un sens à la fois symbolique et visible, fort, parce que c'est à la fois, c'est essentiellement dans le cadre de la lutte contre le sida, mais en même temps, ça exprime une façon de montrer son homosexualité, c'est-à-dire de la liberté d'être, la liberté de s'habiller, la liberté de se maquiller, la liberté
quelque chose qui se développera encore beaucoup plus jusqu'à nos jours. Bon, voilà, donc vous avez beaucoup d'associations qui se créent dans ces années-là, hein, le collectif Stonewall, l'antenne marseillaise de l'association des motards alternatifs, donc, Autre Cercle Provence, Passerelle Provence, qui concerne des parents d'homosexuels. C'est une période de grande effervescence associative, à Doguet, etc., sans contrefaçon pour les personnes trans, qui est créée à Marseille en 2005. Il y a une association qui s'appelle LGBT Formation qui commence à faire une sensibilisation importante en direction des acteurs sociaux et des enseignants dans ces années 2003-2004. Et voilà, vous avez le festival de cinéma qui s'appelle le festival Reflet, qui joue un rôle important aussi, et les UEH, donc les universités d'été homosexuels. Alors, ont changé de nom. Celles qu'on a vues tout à l'heure en 79, elles ont existé jusqu'en 87. Et là, en 99, redémarrent les universités d'été, mais ça s'appelle désormais Université d'été euro-méditerranéenne des homosexualités. Ça a lieu à Lumini. Et cette fois, à partir de ce moment-là, c'est tous les ans que se développeront ces universités, enfin se reproduiront au mois de juillet, où cette université, ça dure une semaine à 15 jours. Et vous avez quelque chose d'intéressant aussi. C'est la librairie Les Mots pour le dire, qui existe du côté de la Plaine, et qui est quelque chose de tout à fait remarquable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies spécifiquement LGBT en France. Et là, vous avez une librairie comme ça qui s'est ouverte à Marseille. 2009-2019, donc là, nous arrivons aux années que nous vivons. Hein. Au niveau national, vous avez dans ces années-là, pourquoi il y a cette photo? Parce que c'est quand même quelque chose qui a frappé. Hein. En 2016, l'attentat d'Orlando, hein, le Pulse, fait 49 victimes LGBT dans cette boîte d'Orlando. Et vous avez des pays qui se spécialisent dans la répression des homosexuels, comme la Tchétchénie. Et puis, vous avez, après l'arrivée de Trump, évidemment, qui va changer considérablement le contexte. Concernant le sida, vous avez un certain retournement qui se fait, puisque on découvre qu'en l'absence de vaccin, il existe désormais un traitement à base de trithérapie qui a une efficacité réelle. En France, cette période-là, c'est le 2013, le mariage pour tous qui est enfin voté. Donc vous avez ici le premier couple qui est à Montpellier, qui signe un mariage en mairie de Montpellier. La bataille pour le mariage pour tous est une bataille extrêmement sévère au niveau national, c'est-à-dire que les mobilisations anti-homosexuelles sont considérables. Vous avez tous en mémoire, encore un peu Christine Boutin, mais surtout l'égérie, dont le nom ne me revient pas tout de suite, mais dont on doit tous se souvenir, qui avait ses grands cheveux blonds, et qui c'est qui a en tête le nom? Bon. Frigide Barjot, exactement. Voilà. Et surtout, plusieurs agressions homophobes se font. Hein. Le deuxième rapport de SOS Homophobie, le deuxième rapport sur la lesbophobie, indique que 59% des lesbiennes ont subi un acte homophobe au cours des 2 dernières années. Donc, on prend conscience de l'ampleur des agressions et on affine cette question des agressions, soit au niveau territorial, qu'est-ce qui se passe dans les diverses régions de France, soit en ce qui concerne les diverses catégories de LGBT, là en l'occurrence la lesbophobie, et au fur et à mesure, SOS Homophobie sera en capacité
d'affiner encore sur la transphobie, etc. Voilà, donc, écoutez, je crois que j'ai assez parlé du national, mais on peut y revenir. Et à Marseille, vous avez peut-être tous en mémoire cette photo de ces deux jeunes filles qui ont le culot de s'embrasser devant la manif pour tous qui se trouve près de la Bourse, là en face de la Bourse, du palais de la Bourse. Et Marseille subit des manifestations anti-mariage considérables. Et de la même façon, le mouvement homosexuel marseillais se mobilise. À Marseille, malheureusement, en 2013, il y a une Europride qui est un fiasco parce que les associations marseillaises n'ont pas été en capacité de s'unir et de travailler ensemble. Et nous arrivons donc aux discussions que nous avons avec le conseil départemental qui aboutit à la création de cette maison, et puis Aide-Provence, Aide-Marseille, qui ouvre un spot d'accueil très utile, pas seulement pour les questions de santé sida, mais aussi pour accueillir plusieurs associations, en particulier les associations trans, mais pas seulement, puisqu'on a besoin de locaux d'accueil, et donc c'est important petit à petit que se créent des locaux d'accueil. Et il y a une revendication qui est là depuis quelques années de la création d'un centre LGBT à Marseille. Mais ça, c'est l'étape suivante. On va pouvoir en discuter. Merci, Monsieur Deleuze. C'était vraiment très, très, très enrichissant de voir donc l'évolution de l'histoire de l'homosexualité aussi bien en France, à Marseille, que dans le monde. Et nous vous remercions de pouvoir bénéficier de cette expérience. C'est vraiment très, très riche. Par contre, si vous me permettez, cette programmation, je ne l'ai pas annoncée au départ, mais je tiens à vous dire que pour ceux qui sont devant leur écran, il débute aujourd'hui et finit le 29 mai. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ont encore beaucoup de temps. Il suffit juste de s'inscrire donc à la MDLD, donc la Maison départementale de lutte contre les discriminations. Vu les conditions sanitaires, nous sommes obligés de restreindre un peu le flux. Alors, pour aller un peu plus loin, bien entendu, comme vous le savez, Monsieur Deleuze, je l'ai dit en début, c'est vraiment la volonté du conseil départemental, ce projet, puisque nous nous inscrivons donc dans la journée internationale de lutte contre LGBT-phobie, le 17 mai prochain. Donc, du coup, nous avons besoin de votre expérience et puis 50 ans de fierté. Et alors, aujourd'hui, où nous en sommes, Monsieur Deleuze? Alors, est-ce que c'est à moi de le dire? Je crois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'exprimer là-dessus. Nous en sommes que... D'abord, je voudrais dire que depuis 2013, qui a été une année très difficile pour le mouvement LGBT marseillais, il y a une évolution très positive, que je qualifie de très positive. Justement, par rapport à cette longue expérience, d'arriver à vivre sur la durée un renouveau comme celui que nous sommes en train de vivre, c'est pas si simple, c'est plutôt rare. Surtout, pourquoi ce renouveau? C'est parce que c'est une capacité qu'ont eu les associations de travailler ensemble et qu'elles ont encore. Alors, quand on dit ça, il faut évidemment être attentif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se considèrent proches du milieu LGBT, qui ne sont pas à l'aise pour des tas de raisons avec cette dynamique-là. Moi, donc j'ai donné mon avis. Évidemment, c'est pas nécessairement partagé par tout le monde. Je pense que c'est une dynamique positive. Voilà. Alors maintenant, on en est à toute une série de nouvelles revendications, que ce soit au niveau international, parce qu'il faut que des organisations internationales se mobilisent davantage, au niveau national, parce qu'il y a un certain nombre de lois qu'il faut absolument faire passer,
les lesbiennes pourront le dire beaucoup mieux que moi sur ce qui concerne la PMA, sur ce qui concerne beaucoup de sujets qui les préoccupent et qui ne sont pas... On a eu le 25 avril des manifestations d'ampleur des lesbiennes à Paris et à Lyon et dans d'autres villes qui montrent leur mobilisation et leur révolte sur ces sujets-là. Et les personnes trans ont beaucoup de revendications, elles aussi, parce qu'il y a toujours des entraves, qu'elles soient médicales, qu'elles soient en ce qui concerne l'état civil, la liberté d'user le prénom que l'on souhaite, la question de l'âge pour une personne trans. Peut-on reconnaître un enfant qui dit « je me sens pas bien dans ma peau de garçon ou de fille » et à quel âge? Moi, je vois par exemple une Elisabeth Roudinesco qui pourtant, jusque-là, était une psychanalyste et surtout une historienne de la psychanalyse extrêmement connue, qui a tenu des propos étonnants en ce qui concerne on n'a pas le droit d'autoriser un enfant à dire « je me sens pas bien dans la peau de garçon ou de la peau de fille ». Donc on a des forces régressives toujours nouvelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours là où on les attendait. Je pense par exemple à une Irène Théry qui, au moment du Pax, qui est une femme quand même importante, au moment du Pax, elle était contre le Pax, mais au moment du mariage, elle était à fond pour le mariage, etc. Donc les gens évoluent aussi. Et donc du coup, on n'a pas toujours les ennemis qu'on pensait avoir là où... voilà. Donc c'est de la vigilance constante et des combats nouveaux à toutes les étapes. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de savoir que rien n'est figé, que l'être humain évolue, et donc les idées, les réflexions également. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui aimerait poser une question à Monsieur Deleuze, s'il vous plaît? Vous pouvez lever la main. Ou bien développer des choses que je n'ai pas assez dites, ou pas dites. Par ailleurs, concernant cette programmation, sachez qu'il y a 3 autres associations que je voudrais aussi bien citer, dont celle que vous connaissez très bien, aussi bien Transat et Frontrunner qui participent à la programmation. Donc, certainement, j'en oublie d'autres, pardonnez-moi. Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse, mais je suppose qu'il y aurait peut-être des questions. Oui ? J'ai pas... Pardon, j'entends de loin avec le masque. Monsieur Vous passez le micro peut-être pour... Oui, si ben je vais... Chose. Merci, bonjour. Bonjour. Madame Corcel. Bonjour. Oui, je disais que l'une des associations qui participe également à la programmation pendant ce mois, ici à la MDLD, c'est le CEL. Voilà. Très bien. Qui est présent également voilà. ce soir. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir ? Je vous invite à... Oui, Chantal, un peu facile. Allez-y, expliquez. Alors, donc... vous pouvez vous Christian, aussi bien à côté de moi. On a assez je suis mieux de debout. Ça pose problème? Non. Non? Bon, d'accord. Christian, merci pour ton expo, tes explications fort intéressantes. Merci dans ton commentaire, puisque ton expo, je l'avais déjà vu, d'avoir effectivement... oralement, parler un peu plus que ce n'est écrit des lesbiennes. Je voulais juste dire, c'est juste un peu symptomatique quand même. Dans les associations citées, une association oubliée, c'est l'association des lesbiennes. Je ne fais pas de victimisation particulièrement, mais sur ton dernier panneau sur la vie marseillaise, par exemple, il est dit que l'Euro Pride a été un relatif échec, pour ne pas dire un échec cuisant. Je ne sais pas exactement les termes que tu as utilisés. Au niveau des lesbiennes, je t'en remercie encore dans ton historique où tu as dit que c'était grandement, que toute la lutte LGBT s'était largement appuyée et inspirée de la lutte féministe. Au niveau de 2013 à Marseille, lors de l'Euro Pride,
il y a l'association Le Sel, qui a porté avec d'autres associations lesbiennes nationales ou internationales une Euro-Lesbo Pride, sachant qu'effectivement les clivages dans l'espace marseillais entre homosexuels et lesbiennes qui datent des années 2012-2013, en 2013 c'était le point culminant où notre Euro-Lesbo Pride a été effectivement un grand succès au niveau lesbien, au niveau marseillais, au niveau national et au niveau international. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'encore à l'heure actuelle, il y a très certainement, et je pense qu'au niveau de la MDLD, il y aura nécessairement des échanges parfois un petit peu chauds là-dessus, dans la mesure où, en tant que lesbienne et féministe, il y a des revendications que nous portons, qui sont également portées par les mouvements féministes et par les femmes, et qui sont des revendications qui vont à l'encontre parfois des revendications portées par les homosexuels ou portées par les personnes trans. Je pense notamment à tout ce qui est marchandisation du corps de la femme, concernant, pour nous, lesbiennes féministes, dire la prostitution est un travail comme un autre, le travail du sexe, c'est un travail, le même travail que n'importe quel autre travail. Pour nous, ce n'est pas notre positionnement et pour nous, ce n'est pas entendable. Une deuxième chose, alors ce n'est pas tant concernant la PMA que concernant la GPA. Autant les féministes que les lesbiennes féministes que nous sommes ont un positionnement concernant la GPA qui va à l'encontre d'un certain nombre de positionnements des homosexuels. Pour nous, une mère porteuse, c'est effectivement une femme qui, à un moment donné, met en situation de vendre son ventre. Or, nous nous opposons farouchement à la marchandisation du corps des femmes. Voilà, je m'en arrêterai là. Voilà, merci de m'avoir passé le micro. Je vous ai bien entendu et avant de laisser M. Deleuze continuer, je tiens à vous dire que la Maison départementale de lutte contre les discriminations est un lieu d'échange où nous allons pouvoir nous rencontrer, échanger autour de vos propres sujets et voir ensemble comment on va pouvoir tout simplement évoluer, puisque cette maison, elle est plus jeune que moi, hein, puisqu'elle est née en décembre 2020. Donc, en tout cas, je vous remercie de votre intervention. Tout à fait. Alors, il y a une programmation qui est prévue avec le CEL le 21 mai. Donc, on aura encore plus l'occasion de parler avant, pendant et après. Monsieur Deleuze, je vous laisse continuer. Non, moi, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Hein. J'ai mémoire de l'Euro-Lesbo Pride et j'ai eu la chance de lire beaucoup des interventions qui ont été faites, parce que le CEL m'a fait passer les documents oraux, donc il fallait écouter et lire aussi. Je crois qu'il y avait le document écrit, oui. Comment? Le livre, je ne sais pas si je l'ai vu. Ah oui, je l'ai eu. Bon, d'accord. En tout cas, j'ai lu pratiquement tous les textes. Et c'est vrai que c'était passionnant. Hein, bon. Je voulais juste dire que au même moment de cette Europride, c'est pour ça que quand je dis l'échec de l'Europride, c'est un échec qui a été ressenti très largement. Et puis, on était tellement mal à l'aise quand elle s'est déroulée, etc. Mais il y a eu deux pépites importantes, l'Euro-Lesbo Pride, on vient d'en parler, et le livre qui a été fait, Les LGBT font bouger les sociétés, qui était le récapitulatif des colloques qu'a organisé le collectif IDEM. Et je m'en souviens parce que je me suis occupé en particulier de deux débats qui se sont déroulés aux archives départementales. L'un sur les centres documentaires, les centres de la mémoire homosexuelle qui existent dans le monde,
Et on a fait venir des animateurs d'Italie, d'Espagne, de San Francisco, d'Allemagne, qui nous ont expliqué comment tous ces centres documentaires qui se constituent. Et deuxième débat sur la déportation des homosexuels. Et là, si vous voulez, j'en dis un mot. Bien sûr. La déportation des homosexuels, on a la chance que, au fur et à mesure, de plus en plus de chercheurs, enfin de plus en plus, plusieurs chercheurs travaillent sur ce sujet-là, et au fur et à mesure, chercheurs et chercheuses, ce qui fait que le discours qu'on tenait en disant finalement, oui, vous avez raison, il y a eu très peu de déportés homosexuels. Oui, il y a eu pas tant que ça de déportés homosexuels, c'est vrai, mais il y a eu des harcèlements, de la répression, de la mise en prison, de la déportation concernant les homosexuels. On en a identifié, le dernier chercheur que j'ai entendu, ça remonte à moins d'un mois, il a identifié environ 600 personnes qui ont été, d'une façon ou d'une autre, réprimées pendant la période de la guerre de 40 à 44. Dont à Marseille, pas à Marseille, sur la Côte d'Azur, une cinquantaine de personnes qui ont été saisies et emprisonnées, et pour quelques-uns d'entre eux déportés, en 1940, c'est-à-dire avant que l'Allemagne, avant l'armistice entre la France et l'Allemagne, puisque c'est dès le début de l'année 1940, ils ont été internés au titre de ce qu'on appelait les internements administratifs qui existaient depuis peu de temps avant la guerre, pour mettre de côté tous les gens qui pouvaient être nuisibles par rapport à l'unité française face aux Allemands, face à la guerre. Donc il y a eu une cinquantaine dès l'année 1940, et ce n'était pas en fonction des lois nazies. En revanche, il y en a eu pas mal, tous les autres, en dehors de cette cinquantaine, ça a été sous l'influence de la loi nazie alors, en ce qui concerne les lesbiennes, nous avons maintenant des travaux importants qui sont faits en particulier par deux historiennes qui me viennent à l'esprit, Suzette Robichon et Isabelle Saintis, qui ont fait un travail de recherche sur les lesbiennes, pas uniquement françaises, qui ont subi les répressions, soit qu'elles étaient des lesbiennes résistantes, on a quelques cas bien connus, soit qu'elles aient été prises dans les rouages, mais alors pas uniquement françaises, donc autrichiennes en particulier, puisque le paragraphe de la législation anti-homosexuelle qui existait en Autriche était répressif à l'égard des lesbiennes, alors qu'en Allemagne, le paragraphe 175 n'était pas répressif a priori à l'égard des lesbiennes. Donc on a beaucoup maintenant de noms de lesbiennes qui ont été inquiétées dans les territoires du Reich. Et quand je dis les territoires du Reich, il y a évidemment des départements français qui sont concernés, puisque l'Alsace et la Moselle étaient dans les territoires du Reich, et que le nord de la France était rattaché à l'organisation allemande, et on a appliqué aussi des lois répressives dans le nord de la France. Je vous remercie, Monsieur Deleuze, pour toutes ces informations, toute cette richesse sur l'évolution, en espérant qu'on va aller de plus en plus vers une évolution favorable pour chaque individu. Alors, en ce qui concerne ce débat conférence, se termine, malheureusement. Je voulais encore remercier Sahel, Transat, Front Runner et surtout Monsieur Deleuze, puisque vous êtes à l'initiative, donc Mémoire des sexualités, pour cette exposition, et nous vous en remercions. Je tiens à dire aussi quelques mots pour les personnes qui sont devant leur écran.
Si vous ne souhaitez pas, puisque ce débat, on va le garder en fait en visioconférence, et peut-être ça peut gêner certains, donc je vous invite à vous manifester, et si vous ne voulez pas, voilà, pour le droit à l'image, quoi, tout simplement, donc à vous rapprocher de la maison départementale de lutte contre les discriminations. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et encore merci, merci et merci. Merci, Monsieur Deleuze. Merci. Merci.